C'est le moment que vous attendez tous. Un moment privilégié, c'est le moment qui tient à cœur particulièrement à Galit. Oui, Avi, parce que malheureusement, on constate ces derniers jours qu'on voit renaître de ses cendres ce mouvement de contestation qui existait donc avant le 7 octobre, ce mouvement contre le gouvernement, contre le Premier ministre, comme si aucune leçon n'avait été tirée pour certains, hein, pas pour tout le monde, pas pour tous, mais pour certains, comme si aucune leçon n'avait été tirée de la tragédie que nous vivons depuis le 7 octobre, des commentateurs en tout genre, des analystes qui sont de retour, des sachants, qui sont de retour sur les plateaux télé et dans une certaine presse pour tenter justement de faire revivre donc ce mouvement de contestation. Et puis il y a eu dimanche Eyal Bouchrak. Alors Eyal Bouchrak, c'est le papa du capitaine Oshri Moshe Bouchrak, qui a été donc tué à Gaza en fin de semaine dernière, et qui a, aux funérailles de son fils, à la fin de son oraison funèbre, de son hommage à son fils, tenu à condamner durement la campagne d'affichage qu'on voit refleurir un peu sur les panneaux d'autoroute autour de Tel Aviv, sur la Yalon. Et ce qui est bien plus triste, c'est qu'il a ressenti le besoin finalement de le faire aux funérailles de son fils, et que vraiment, il sentait vraiment que c'était quelque chose... il n'a pas pu s'en empêcher finalement, et donc j'ai pris la liberté de traduire donc ce passage de sa déclaration, donc les paroles d'Eyal Bouchrak. Il y a environ 3 semaines, avec mes chers amis Michael et Nissim, nous sommes allés consoler des personnes en deuil à Givathaïm. Sur le chemin du retour, nous sommes passés par la Ayalon, et j'ai vu cet énorme panneau publicitaire choquant de plusieurs dizaines de mètres qui m'a transpercé l'âme. Au même moment, Oshri, mon fils, était là-bas, en train de se battre. Je ne sais pas si cette affiche existe encore. C'était écrit quelque chose comme la coalition des escrocs et des pilleurs en temps de guerre. Et je leur dis, mais regardez ce qui se passe. Les gens meurent, nous enterrons des soldats tous les jours. C'est incroyable. Notre Oshri, à nous, a grandi avec une identité juive forte, a fait ses études dans un lycée yeshiva à Kiryat Shmuel et a ensuite fait une yeshiva Tesder. Donc la yeshiva Tesder, c'est quand on partage entre yeshiva, 1 an de yeshiva, 2 ans d'armée et encore 1 an de yeshiva. Donc il a fait une yeshiva Tesder, et oui, il était religieux, mais il n'était ni paresseux ni oisif. Il n'avait pas honte de la kippa sur sa tête. Je pense que la plupart de ses compagnons d'armes ne portent pas la kippa, mais ce sont des frères. Ce sont ses frères et les nôtres. Alors pourquoi cette méchanceté, pourquoi cette haine? Qui est le misérable et méprisable rédacteur publicitaire et son équipe de créatifs sans cœur qui ont rédigé cette affiche? Et qui sont ceux qui financent ces campagnes aux messages délirants? Je ne vous pardonne pas, leur dit-il. Pas de pardon jusqu'à ce que ce message soit supprimé ou que vous vous excusiez. Qui est la personne qui osera venir me dire que mon fils Oshri est un escroc? Oshri a donné sa vie pour que vous puissiez vous asseoir devant votre clavier et créer cette campagne de légitimisation et de la communauté religieuse. Cette communauté qui se donne entièrement pour Israël partout où cela est nécessaire, sans recevoir aucun crédit ou couverture médiatique. Chaque matin à 6h après la prière, j'ouvre mon téléphone et je vois la liste des soldats tués. Et parmi eux, des soldats avec kippa ou sans kippa sur la tête, des soldats religieux ou non religieux. Et je pense que les soldats religieux doivent représenter environ 40% de ceux qui tombent au combat pendant cette guerre. Un pourcentage extrêmement élevé et disproportionné par rapport à ce qu'ils représentent dans la population nationale. Je ne cherche pas à argumenter, mais j'exige que de telles choses ne se répètent pas. Oshri était l'ami de tous, religieux ou non religieux, un homme de compromis qui savait qu'il était possible de s'intégrer sans renoncer à ses principes et à ses valeurs. J'ai commencé en disant que mon fils Oshri était la lumière de mes yeux. Maintenant, il a fait don de ses cornets et il sera la lumière des yeux de quelqu'un d'autre. Alors je vous le demande une dernière fois, qui ici a esquivé? Qui ici est un escroc? Ou qui ici a pillé pendant cette guerre?
Voilà les paroles fortes de ce père qui venait de perdre son fils au combat dans la bande de Gaza et pour qui effectivement c'est intolérable de voir cette tentative à nouveau de palganout, de division dans le peuple. Il y a eu une parole d'une maman aussi, Nahama, je ne dirai pas son nom parce que je vais mal me le prononcer, qui s'est exprimée aussi sur une chaîne amie et qui a dit mais aujourd'hui, j'avais qu'un seul fils, j'ai des filles, mais j'avais qu'un seul fils, un fils unique, qui est mort au combat, officier dans les Golani. Elle était venue d'ailleurs à l'antenne avec un drapeau Golani sur elle. Un drapeau des Golani sur elle, et qu'elle n'a pas lâché d'ailleurs. À chaque fois qu'il retombait, elle le remettait sur elle. On sentait la conviction et la fermeté de cette femme, de cette maman, et qui disait mais c'est pas le temps de la politique, bon sang, au moment où tous les jours on égrène le nom de jeunes générations qui n'auront pas des enfants, qui n'auront pas finalement à construire le futur d'Israël. Ce n'est pas moment de faire de la politique. Il y aura certainement des commissions d'enquête et les uns seront d'accord et les autres ne seront pas d'accord, mais c'est pas le moment, pas au moment où ce sont les soldats qui donnent l'exemple d'être déterminés, de vouloir aller jusqu'au bout, de dire qu'effectivement il y a de bonnes raisons après le 7 octobre, parce qu'ils ont aussi perdu des amis, que ce soit dans la fête, ou que ce soit parce que des soldats étaient sur place, malheureusement en trop petit nombre pour tout le pourtour de l'enveloppe de Gaza. Mais voilà, cette maman disait stop à la politique, elle disait même plus, elle disait, et puis arrêtez avec cette division, ce clivage qui dit non, d'abord sauvons les otages, s'il faut faire un cessez-le-feu total, on fera le cessez-le-feu total, mais d'abord les otages. Elle dit, mais non, moi j'ai donné mon fils, je peux en parler, j'ai les yeux secs, mais je peux parler encore de mon fils qui a donné sa vie, comment il aurait donné sa vie pour aller jusqu'au bout, et là, on s'arrêterait à mi-chemin pour dire finalement il faut sauver les otages. Alors oui, sauvons les otages, mais allons jusqu'au bout parce qu'il ne faut pas que ça recommence. Plus jamais ça. Je pense qu'on est au-delà de la politique. Qu'est-ce que t'en penses, Géo ? Je pense qu'on est vraiment au-delà. Parce que la politique, c'est quoi finalement ? La politique, c'est en vérité une coalition, une opposition. Là, on voit qu'il y a quand même un gouvernement d'union, même si le chef de l'opposition, Yair Lapid, a refusé d'intégrer cette coalition, qui est à mon avis une grosse erreur, et qu'il continue parfois, comme hier encore à la Knesset, à vraiment avoir à critiquer le gouvernement, alors qu'en temps de guerre, que ce gouvernement, finalement, on rappelle qu'aujourd'hui, ce n'est plus le gouvernement de... Oui, c'est un cabinet de guerre. Exactement, ce n'est plus le gouvernement de Netanyahou et la droite de Netanyahou, c'est aussi Gantz, et c'est aussi Tikva Hadasha, donc c'est aussi Gideon Sa'ar, et c'est des gens qui ont aujourd'hui, même s'ils n'ont pas de portefeuille, qui sont ministres dans ce gouvernement, donc ils font partie intégrante de ce gouvernement. Donc on ne peut plus dire le gouvernement de Netanyahou et des religieux qui n'ont pas fait l'armée. C'est vraiment, je sais pas, on comprend pas qu'aujourd'hui nos ennemis se servent de ça, parce que c'est parce qu'ils nous ont sentis divisés qu'ils ont décidé d'attaquer le 7 octobre. Il y a pas d'autre raison. Ou alors est-ce que ce passage dans ou Jérôme, je vais juste te poser cette question-là. Tu crois pas que ça serait parce que on est dans la guerre et que finalement on s'est installé dans une espèce de, entre guillemets, routine de la guerre, un peu de flottement avec ce qu'on entend des pressions extérieures, que finalement il y aurait peut-être une vacuité, un vide, et que des gens veulent le combler et revenir à la charge ? C'est possible, mais je ne le vois pas comme ça. Bon, d'abord, il faut souligner la beauté de l'hommage et ce message qui est très fort, mais je pense que tout le monde en Israël, depuis le 7 octobre, est submergé de nombreuses questions. Pourquoi, comment, les responsabilités, on a le cœur partagé Bien entre sûr. la guerre contre le Hamas, les otages, les soldats qui tombent, de nombreuses questions, mais un espoir,
c'était de retrouver une union au sein du peuple d'Israël après tant de déchirements, tant de batailles juridiques, politiques, de manifestations. Et je pense qu'à travers ce message, il y a l'effritement de cet espoir qui se dessine avec ce que tu disais. Ils n'ont pas compris. Ils reviennent à la division qui a permis ces attaques, cet affaiblissement d'Israël. Et moi, j'y vois ce message-là. Mais moi, je pense que on voit par exemple ce rabbin de Sderot revenir à sa yeshiva, Yeshiva Resder d'ailleurs, et qui dit là, on est effectivement dans l'union. On est malgré les difficultés, parce qu'on parle des soldats, mais il faudrait aussi parler des réfugiés qui aujourd'hui ont quitté leur maison, leur travail. 200 000 personnes. Ouais. 200 000 personnes. Hein. Donc il y a effectivement une vraie réalité difficile pour beaucoup d'entre nous, mais il y a, disait ce rabbin, depuis le 7 octobre, une union entre guillemets, une union sacrée. Alors dit par un rabbin, ça paraît léger, mais non, c'est une vraie réalité parce que Sderot est toujours malheureusement inhabité, mais il pense déjà au futur, à dire que ceux qui vont revenir, ces soldats qui vont revenir, n'auront pas cette mentalité d'une minorité qui veut jouer clivage, qui veut jouer... Alors c'est ça, le bon mot c'est minorité. Parce qu'effectivement, si le peuple était divisé avant le 7 octobre et qu'il y avait environ 50-50 de personnes qui étaient alors, le point culminant, en tout cas c'était cette réforme judiciaire qui a catalysé cette division, mais finalement ça a été la réforme, ça aurait été n'importe quel autre sujet, ça aurait pu être n'importe quel autre sujet. Et oui, on a l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup ont compris, mais qu'il reste quand même cette minorité, finalement, qui a accès à tous ces plateaux télé, qui a cette presse derrière elle, qui a le journal, qui a les journaux en général, mais avec Haaretz, qui a Haaretz en anglais, dans sa version anglaise, est devenu un peu l'AFP de tous les journalistes étrangers, qu'ils reprennent les dépêches de Haaretz comme comme si c'était la Bible et la vérité suprême, alors que Haaretz, quand même, ce dernier Shabbat, a fait sa une, alors qu'on est en pleine guerre, alors qu'on enterre nos soldats tous les jours. Elle fait sa une sur les victimes palestiniennes. Donc on a un vrai problème avec une certaine catégorie de la population qui est, à mon avis, aujourd'hui une minorité, vraiment une minorité. On n'est plus à 50-50. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment compris, qui voteront certainement pas Likoud ou Ben Gvir demain, mais qui en tout cas ont compris que c'est la division qui a rendu possible cette tragédie du 7 octobre. Et qui peut-être sont prêts aujourd'hui à accepter le vote populaire, parce qu'il s'agit vraiment de ça. Donc on a vraiment des gens, encore comme disait ce père Eyal Bouchrak, qui sont derrière leur clavier dans les tours de Tel Aviv, dans leur tour d'ivoire de Tel Aviv et dans leurs bureaux climatisés des boîtes de communication, des boîtes de com, et qui comme ça créent des slogans. Alors, je crois, sauf erreur de ma part, que cette affiche dont parle Eyal Bouchrak a été retirée, qu'elle n'a pas fait long feu. Et je pense que, et heureusement, je pense que c'est quand même positif. On peut y voir un côté positif malgré tout ça, c'est effectivement le fait que ce soit réduit à une toute petite partie de la population ou d'une forme d'élite économique ou intellectuelle, mais ces élans de solidarité qu'on a vus à travers le bénévolat, à travers tout ce qui a été fait pour les soldats, à travers l'engagement des juifs haredim dans l'armée, à travers le travail qui a été fait dans les médias et sur Internet pour dénoncer tout ce qui était anti-israélien et la déformation, montre qu'il y a quand même un vrai retournement. Donc j'ai envie d'y voir un côté positif, malgré bien sûr. Effectivement la seule chose où j'y vois un problème, c'est que très souvent, les gens comme ça qui sont
qui sont qui sont dans le clivage, ou en tout cas dans la tentative de cliver la société à nouveau, ce sont des anciens tenants de la sécurité nationale. Par exemple, aujourd'hui ou hier, il y a eu des déclarations, en tout cas je l'ai lu aujourd'hui dans la presse, et je l'ai dénoncé aussi, une déclaration de Dan Khaloutz. Alors Dan Khaloutz, c'était le Ramatkal, le chef d'état-major, entre 2005 et 2007. Donc c'est lui qui est responsable du fiasco de la deuxième guerre du Liban. Il a été prouvé et démontré que la veille de la guerre du Liban, la veille vraiment de la déclaration de la guerre, dès que les otages avaient été pris au Liban, les trois jeunes soldats avaient été pris en otage au Liban, il a été prouvé et démontré que Dan Khaloutz avait vendu tout son portefeuille d'actions la veille de la guerre, qu'il a géré cette guerre, qu'il a été le plus mauvais Ramatkal de l'histoire d'Israël, chef d'état-major, et qui aujourd'hui se permet de déclarer, une déclaration d'ailleurs qui a été reprise par la presse du Hamas, par la chaîne du Hamas, que Israël a déjà perdu la guerre, que ça a été une grande défaite pour Israël et que la seule vraie victoire d'Israël maintenant, ce serait le retrait définitif de Netanyahou de la vie politique israélienne. Voilà où il en est. Et bien sûr, la chaîne du Hamas n'a repris que la première partie de sa déclaration en disant que même un ancien chef d'état-major a déclaré qu'Israël avait perdu la guerre et que ça a été une grande défaite, que cette guerre est une grande défaite pour Israël. Donc quand on voit ces gens-là dans l'état de haine et à qui on tend des micros, ces gens-là sont tous les jours sur certaines chaînes de télé israéliennes. Sauf que je pense effectivement, comme le disait Jérôme, qu'il y a quelque chose de positif à prendre quand on voit par exemple toutes ces familles d'otages crier au moment où le Premier ministre monte à la tribune de la Knesset, crier pour un cessez-le-feu, pour la libération des otages. Leur nouveau slogan, c'est Arshav. Voilà, vous ne le faites pas, ne nous faites pas attendre, c'est maintenant, etc. etc. Le Premier ministre ne s'est pas du tout démonté et a continué à dire que c'est la pression militaire qui permettra la libération éventuelle des otages, ou, comme l'a dit un journaliste israélien, peut-être aussi la restitution des dépouilles israéliennes, même si c'est cru de le dire, mais c'est une réalité. Et il y a quelque chose quand même de positif peut-être, c'est que d'abord, même au moment le plus fort de la guerre, nous n'en sommes que peut-être que aller un peu plus que le tiers de cette guerre à mener, si on s'en tient à ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire des incidents au nord, même s'il y a une vraie guerre souterraine, et puis les incidents au sud-est avec les Houthis. Il reste que quand même, au même moment, la démocratie ne s'éteint pas. C'est-à-dire, on laisse les gens, effectivement, dire leur ressentiment. Et il y avait quelque chose de peut-être de pathétique, alors c'est pas du tout un reproche dit aux familles d'otages, mais pathétique dans cette façon de crier au Premier ministre parce qu'on ne peut pas crier aux autres. On ne peut pas s'adresser aux puissances étrangères. On ne peut pas s'adresser à la Croix-Rouge internationale parce qu'on l'a fait. Et on a bien l'impression qu'on n'a que des impasses devant nous, des murs devant nous. Et que le seul, finalement, sur lequel on peut dire quelque chose, ce sont celui qui représente l'autorité israélienne. Voilà. Vous êtes le seul qui pouvait nous sauver. Et ils ont raison de s'adresser à lui. C'est une réalité, mais je rebondis sur ce que disait Galit. Il me paraîtrait tout à fait normal que les anciens chefs militaires, chefs d'état-major, ex-patrons de l'Aman, renseignement militaire, du Shin Bet, aient un devoir de réserve, particulièrement en temps de guerre, parce que toutes les déclarations qu'ils peuvent faire, qui soient contre Israël d'une manière ou d'une autre, peuvent être un réel affaiblissement du pays, du moral des soldats, et peuvent avoir des conséquences qui sont lourdes. Bien sûr, bien sûr. Et tu parlais de démocratie. Eh bien, hier, après la déclaration, parce que
on peut lui faire tous les reproches et je pense qu'il a sa part de responsabilité. C'est sous son mandat que cette catastrophe a eu lieu et il aura bien sûr à en répondre devant le peuple et devant la commission d'enquête et pourquoi pas la justice si ça s'avère nécessaire. Mais Netanyahou a cette faculté et cette capacité de tenir la pression que personne n'a. Et aujourd'hui, dans la politique israélienne en tout cas. Et effectivement, les familles... Alors, je n'ai aucun, et je ne ferai jamais aucun reproche à une famille d'otages qu'elle se laisse prendre, qu'elle fasse partie de tel forum ou de tel autre forum, parce que maintenant, on sait qu'il y a des forums différents pour les familles d'otages. Elle a le droit de revendiquer tout ce qu'elle veut, quand elle veut, et de la manière qu'elle le veut, parce que personne ne peut rien dire à une mère qui a son enfant aujourd'hui otage à Gaza, et elle a le droit de revendiquer et de dire tout ce qu'elle veut. Et on a n'importe quel homme politique aujourd'hui ou responsable militaire a le devoir de l'écouter en baissant les yeux et en ne répondant rien du tout. Rien du tout. Alors effectivement, après, Netanyahou, justement, parce que cette pression, qu'il puisse encore, face aux familles, leur dire oui, notre objectif c'est de ramener vos enfants, mais nous irons jusqu'au bout et nous n'arrêterons pas. Ça, il faut une force vraiment de tenir la pression d'une manière très très courageuse. Et tout de suite après lui, Yair Lapid qui monte à la tribune et qui dit Sinwar, qu'on le tue maintenant ou qu'on le tue dans un mois, ça changera rien. Les otages, il faut qu'ils reviennent tout de suite. Donc, et il reprend ce slogan de Arshav maintenant à la tribune, comme si il ne faisait pas partie de l'élite politique du pays, comme s'il n'avait aucune responsabilité, comme s'il n'avait pas été aux affaires il y a un an, et comme s'il était exempt de toute responsabilité, ce qui ne l'est pas. Mais surtout, après cette déclaration à la Knesset, il a été invité donc sur les plateaux télé hier soir. Et sur les plateaux télé, on lui a dit, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu irresponsable, votre déclaration aujourd'hui à la tribune de la Knesset? Il a dit non, moi je fais jouer ma liberté d'expression. Donc tu parlais de politique, on parle de liberté d'expression dans un pays où il y a aujourd'hui, on peut avoir la liberté d'expression qu'on veut, mais quand on est un responsable politique aujourd'hui dans un état de guerre, à ce niveau de la guerre dans lequel se trouve Israël aujourd'hui, je pense qu'il y a un minimum de responsabilité à avoir et je pense qu'il le paiera dans les urnes en tout cas. Il y a en tous les cas quelqu'un, ça peut être une forme de conclusion puisque c'est le plus haut personnage de l'État, Herzog, le président de l'État, qui est venu un petit peu remettre tout le monde à sa place. Pour dire justement il n'est pas temps de parler de politique alors que nous avons des soldats sur le terrain et que tout le monde est concerné, que ce soit de droite, de gauche, du centre jusqu'à l'extrême gauche ou l'extrême droite. Il y a des enfants qui sont sur le terrain, qui se battent pour l'État d'Israël, qui se battent pour éliminer un ennemi qu'on ne veut plus avoir à sa frontière, quel qu'on soit. De gauche, de droite, quoi, on ne veut plus. Et d'ailleurs, ce sont ces gens de gauche qui ont été les victimes premières le 7 octobre, qui aujourd'hui réclament de pouvoir rentrer chez eux, de reconstruire avec la sécurité et donc la disparition du Hamas. Et c'est menace, oui. Voilà. Et c'est donc le président Herzog qui, dans son statut d'ailleurs, son statut plutôt de coutume que de statut constitutionnel, vient dire effectivement qu'il est le garant moral de l'État d'Israël et que sa parole doit être celle mesurée, pensée. Au moment où nous sommes, il y aura temps, comme l'a dit Galit, pour que le bilan soit comptabilisé pour chacun, mais pour l'instant, et je retiens ce que tu as proposé tout à l'heure, Jérôme, c'est vrai. La discrétion devait être l'un des critères premiers de tous les anciens responsables militaires, mais il y a eu une distorsion quand on a mis en avant en Israël, c'est à partir de Yitzhak Rabin, quand des militaires sont devenus effectivement des politiques, et qu'au fur et à mesure, c'était presque devenu naturel qu'un militaire rentre en politique peu après. Et c'est peut-être une phrase qui a été dite justement il y a très peu de temps où quelqu'un a dit mais
après cette expérience et du 7 et de ce qui a suivi, il faudra laisser l'armée de côté, à l'abri de toute considération politique. On espère que c'est... En tout cas, que la nation, en tant que nation, arrivera à tirer vraiment les leçons du 7 octobre et que même s'il y a des éléments ici et là isolés qui essayent toujours de faire autrement, on espère qu'ils resteront isolés et que nous, en tant que nation, on saura en tirer les leçons. En tous les cas, un bel hommage au père. Magnifique. Un bel hommage à ce père, mais aussi à toutes les mères et tous les pères qui ont malheureusement perdu des proches depuis le 7 octobre. Voilà, c'est la fin de cette émission de Tandem TV. On vous remercie d'avoir été de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.